Bonjour, bon après-midi ou soit bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous recevez chez vous, toutes les internautes ainsi que les téléspectateurs. Voilà, je suis Ginkele. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Alors, j'ai tellement le plaisir de présenter cette émission. Très souvent, vous voyez mon frère Check Prod, il est là derrière la caméra. Je pense qu'Ayo Kaira m'a BT Pro. Aujourd'hui, j'ai pris sa place. En tout cas, régulièrement, vous allez nous trouver ici, dans Inside. Pourquoi Inside? C'est parce que la première des fois que Adam a vu Ève, il s'est dit, voici cette fois-ci l'os. Il s'est directement regardé l'intérieur et non l'extérieur. Et c'est l'intérieur qui fait l'extérieur. Voilà. Voilà pourquoi nous allons parler de beaucoup de choses, de la musique, de notre culture en tant qu'Africains. Nous allons parler du gospel, nous allons parler de plusieurs choses et pourquoi pas aussi la politique. Mais ce soir, ou soit que ce matin, cet après-midi, nous avons le réel plaisir de recevoir quelqu'un que moi j'affectionne beaucoup plus. Ça fait beaucoup de temps que je la connais. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Alors, je vous laisse au moins l'opportunité de la retrouver ici et elle va nous parler de ce qu'elle est. Elle va se présenter. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Yaya, Valérie, Yaya Docteur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous appeler. C'est comme vous voulez. Alors, Yaya Valérie, ou soit que vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Et vous allez parler un peu de vous, s'il vous plaît. Alors moi, je suis déjà, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un réel plaisir et un honneur de se faire inviter. Vous voyez, ça montre qu'on vous accorde de l'importance et de la valeur. Oui. Alors merci beaucoup déjà d'entrée de jeu. Donc moi, je suis le docteur Valérie Mukanga. Je suis dentiste de formation, dentiste généraliste et nous avons un cabinet dentaire d'ailleurs ici à Dallas pour être plus précis, c'est à Arlington que nous avons ouvert qui s'appelle Healing Wings Dental et qui a ouvert ses portes déjà depuis 2016. Ça veut dire qu'au mois de mai, dans quelques mois déjà, ça va faire 9 ans depuis que nous sommes ouverts. Wow. Et sinon, je suis d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Et je suis venue ici juste après avoir terminé les humanités à Kinshasa, au Mont Amba. Et je suis venue, je n'ai vraiment pas duré, je suis arrivée ici pour poursuivre mes études. Donc voilà un peu en bref. Je suis mariée aussi. Oui. Et donc voilà. Voilà, mariée, docteur, elle a beaucoup de casquettes. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors ma question sera celle-ci. Comment vous vous êtes retrouvée ici aux États-Unis? Ok, merci. Donc, comme je disais d'ailleurs à l'introduction, dès que j'ai terminé mes études, les humanités à Kinshasa, je suis directement venue ici. Je n'ai même pas fait 2 semaines. Donc, on a terminé les examens d'État. Et déjà après, donc dans quelques jours plus tard, 11 jours à peu près, je quittais déjà Kinshasa pour venir continuer mes études ici, les études universitaires. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, c'était en 95 et il y avait vraiment beaucoup de grèves tout le temps. Et donc, vu que mes parents sont aussi éduqués, ma maman est infirmière et mon père est professeur d'université d'ailleurs à Lincoln, ils se sont dit, comme ils avaient l'opportunité de m'envoyer ici afin que je puisse poursuivre mes études. Donc c'est comme ça que je suis arrivée ici, aux États-Unis. Quand je suis arrivée, je ne suis pas venue directement à Dallas. Je suis passée par la Caroline du Sud, où j'ai étudié l'anglais comme la deuxième langue, ESL comme on appelle ça ici, English as a Second Language. J'ai fait les cours et c'est après avoir terminé ce programme-là que j'ai commencé à l'université en Nouvelle-Orléans, à l'université de Tulane. En tout cas, waouh! C'est vraiment très, très important de savoir cela et ce que je peux dire, c'était vraiment quelque chose de bien de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé. Mais moi, ma question est celle-ci, docteur. Alors, vous avez commencé à Kinshasa, vous avez obtenu votre diplôme à Kinshasa et directement de Kinshasa aux États-Unis. Alors, quelle est la différence que vous aviez trouvée, c'est-à-dire en étudiant à Kinshasa et venir ici aux États-Unis commencer les études là où l'anglais
c'est la première langue. Oui. Mais le Congo, nous avons le français, le lingala, ainsi que d'autres langues. Oui. Alors, comment a été votre intégration au niveau des États-Unis? Bon, l'intégration était intéressante, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que, Dieu merci, l'école dans laquelle je suis allée, on avait quand même un niveau, on avait un bon niveau, ce qui fait que, en ce qui concerne l'anglais, on arrivait au moins à lire l'anglais, on arrivait aussi à écrire. Il faut dire aussi que, étant chrétienne, j'ai reçu Jésus depuis que j'étais beaucoup plus jeune et on avait le plaisir de pouvoir écouter la musique chrétienne américaine, du style Ron Kenoly, avant c'était Maranatha Music et tout ça. Et de ce temps-là, c'était des cassettes. Hein? Et il y avait toujours les écrits là, donc on essayait de lire qu'est-ce qui se disait dans les musiques et tout, dans les chansons. Et des fois, quand on ne connaissait pas les mots, on recourait au dictionnaire. Ce qui fait que, étant arrivé ici, bien sûr, on avait quand même un certain niveau en anglais, mais bien sûr, ce n'était pas un niveau performant pour dire qu'on pouvait vraiment s'épanouir directement. C'est du reste pour cela que mes parents m'ont envoyé ici et de manière stratégique, ils ont décidé de m'envoyer dans une ville où je ne connaissais personne. Wow. Parce que moi, ma famille était plutôt à Charlotte, en Caroline du Nord. Et donc, quand ils m'ont envoyé ici, ils m'ont envoyé en Caroline du Sud. Donc, il y avait à peine des gens qui parlaient français. Et j'étais obligée de me jeter dans l'eau. Parce que quand on te jette dans l'eau, soit tu coules, soit tu nages. Il fallait nager. Donc, ce qui s'est fait, c'est qu'en prenant ces cours-là, je me suis rendu compte que, parce que selon le programme qu'on avait, il y avait différentes filières. Donc, il y avait la grammaire, il y avait le vocabulaire. En grammaire, ça allait. J'étais à un niveau élevé. En vocabulaire, un peu moins. Le problème, c'était plus le parler et aussi l'écoute. Donc là, le niveau était beaucoup plus bas. Et en ce moment-là, j'étais hyper timide. Wow. Vous n'allez pas le croire, mais j'étais super timide. Mais aujourd'hui, vous parlez. Je suis obligée de parler parce que quand on vous met dans l'eau, soit vous coulez, soit vous nagez. Donc, on était obligé de s'y faire. Il y avait beaucoup d'Asiatiques, il y avait beaucoup enfin, quelques Européens, mais c'était beaucoup plus des Asiatiques, aussi des Latinos, quelques Arabes. Donc, on était obligé de s'y faire. Et il y avait que seulement 2 Béninoises qui parlaient un peu français. Donc, c'était un peu ça. Mais on était obligé de pouvoir apprendre. Mais il faut dire aussi que j'aime les langues. Donc, ça s'est bien passé aussi quelque part. Ça s'est bien passé. Oui. Bon, en fait, moi, personnellement, mon expérience, que lorsque je suis arrivé, avec la solitude, en fait, j'avais voulu rentrer. Je vais vous dire une vérité que les gens ne savent pas. Je suis là par le biais de mon oncle Rino Moyo. Frère Rino Mvumbi, que je salue en passant. Aujourd'hui, il est devenu Rino Moyo. Alors, la seule personne qu'on parlait beaucoup lorsque je suis arrivé, c'était lui. Alors, vu les challenges du pays, tu dois apprendre la langue, tu dois beaucoup de choses. Alors, je ne connaissais aussi personne. Et je lui disais toujours de me payer les billets. Je voulais rentrer. J'ai voulu rentrer à Kinshasa. Alors, maintenant, je me pose aussi la même question. Comment est-ce que tu as fait pour, disons, vaincre cela, la solitude dans un pays étranger, là où vous ne connaissez personne? Parce que souvent, ça arrive lorsque vous ne connaissez personne. Et la seule personne que vous voyez, même lorsque la personne fait le mal, vous vous attachez. Pourquoi? Parce que c'est au moins la personne que vous êtes en train de voir chaque jour. Voilà pourquoi je pense que plusieurs personnes tombent dans plusieurs mauvaises choses par rapport à l'influence du milieu lorsqu'ils arrivent quelque part et que cette manque-là des bonnes personnes, bon, les premières personnes qu'ils rencontrent, vous voyez, donc c'est comme ça. Mais comment se fait-il que vous avez su vous maintenir malgré la solitude, malgré que vous n'aviez pas la connaissance de la langue, en fait? Ok, donc il faut dire que quelque part, quand bien même j'étais timide, j'étais par contre le genre de personne je n'allais pas toujours être autour de beaucoup de gens
mais quelques personnes. Donc, il y avait par exemple une de mes amies japonaises, ou deux de mes amies japonaises, il y en avait une, Miki Tanaka, et aussi Minori. Et donc, je m'étais quand même accrochée à ces personnes-là, et donc on causait bien. Et puis aussi, il y avait, comme je vous ai dit, la dame béninoise, qui à un certain moment était devenue ma roommate. On pouvait parler, et c'était comme une maman, c'était quand même une figure quelque part. Mais l'avantage, je veux dire, que j'ai, c'est que déjà de un, j'arrive au moins à être, à me faire des amitiés facilement. Je suis très réservée, certes, mais en tout cas, quand je trouve, et j'analyse beaucoup, donc quand je trouve qu'une personne est fiable, je peux m'attacher à la personne, et je prends la personne comme vraiment une amie. Je suis ouverte et les personnes sont ouvertes à moi. Donc ça a été un peu facile de ce côté-là, parce que, mais la difficulté, c'est quand même que le pays vous manque, tous vos amis sont de l'autre côté, et même mes membres de famille, ils n'étaient pas très loin, mais vu qu'il fallait vraiment que j'apprenne l'anglais, ils ne venaient pas tout le temps me voir. Et donc, c'était un peu compliqué de cette manière, surtout étant vraiment timide. Donc, je m'approchais plus sur ces personnes-là. Et comme ils avaient une grande communauté, ils faisaient beaucoup de choses ensemble, ils m'invitaient souvent. Donc, je ne sentais pas trop cette solitude-là. Quand bien même les parents étaient encore au pays, mes frères étaient, et mes cousins étaient dans une autre ville. Mais un autre avantage que j'ai, c'est que, connaissant le Seigneur, le Seigneur, il est toujours là, il n'est jamais absent, il est toujours présent, c'est toujours un ami fidèle avec qui on peut parler et qui est toujours là. Donc, quand bien même on se sent seul, au moins j'avais l'opportunité de dire « Ah Seigneur, voilà », et on avait toujours le Seigneur avec nous. Donc, c'est un peu ça. Alors, lorsque vous êtes en train de vous présenter, vous avez dit que vous êtes docteur, oui. Vous êtes dentiste. Oui. Alors, parlez-nous un peu. Comment se fait-il, comment êtes-vous trouvé dans ce que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes dentiste, vous voyez. C'est juste la passion, ou soit que lorsque vous êtes arrivé, parce que très souvent lorsqu'on arrive aux États-Unis, il y a plusieurs influences en fait. Je vous donnerai l'exemple, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, beaucoup de gens me disaient, il faut faire la phlébotomie, tu vois, donc être à l'hôpital, vous voyez. Mais après, nous avons compris qu'il y a beaucoup de domaines que vous pouvez faire. Mais bon, peut-être par rapport à la communauté, là où vous êtes arrivé, par rapport aux gens du milieu que vous êtes tombé, vous voyez, lorsque vous venez premièrement aux États-Unis, alors c'est comme ça qu'on s'oriente par rapport à ces personnes-là. Mais en fait, moi, ma question est celle-ci. Comment est-ce que vous avez su que c'était ce que vous vouliez faire, en fait, être un dentiste, en fait? Merci pour la question. C'est vrai que c'était un long chemin, un long parcours. Mais il faut dire que moi, depuis que j'étais petite, depuis que j'étais enfant, je désirais toujours être médecin. J'ai toujours voulu être médecin. J'ai même choisi la filière, comme chez nous, au pays, il y a des filières. J'ai choisi la biochimie, tout en sachant que j'allais faire la médecine. Donc, quand moi, je venais ici, je venais faire la médecine. Mais quand j'ai commencé à prendre les cours, j'ai pris tous les cours de pré-médecine et tout ça qui étaient requis pour le faire. Mais après, à un certain moment, il y a un conseiller académique qui nous a vraiment dissuadés, une amie et moi. Il nous a dissuadés, il nous a dit non, vous êtes étranger, ça va être compliqué. Donc du coup, je ne savais plus qu'est-ce que je devais faire. Oh là là. Donc du coup, je me suis perdue quelque part parce qu'il a dit non, et puis c'est long, et puis c'est compliqué. Et voilà, donc quelque part, je me suis perdue. J'ai toujours aimé la biologie, donc j'ai quand même fini en biologie. Mais il faut dire que même là, avant ça, j'ai commencé à faire Exercise and Sport Science. J'ai pris un cours, je me suis dit non, c'est pas pour moi, et tout ça. Et finalement, j'ai fini en biologie. Et quand j'ai fini en biologie, j'ai fini ma licence et je me suis dit, je vais prendre une pause. Donc, je cherchais du travail. Ça m'a pris du temps pour trouver du travail. Ça m'a pris presque 1 an pour trouver du travail dans un laboratoire. Mais il faut dire que quelque part, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire puisque la médecine s'était un peu mis de côté quelque part. Et il faut dire que un jour, j'allais sur le campus, je prenais quelques cours, je prenais des cours de
d'informatique et comme ça, mais je me suis rendu compte que l'informatique, c'est vraiment pas mon fort. Donc, j'ai pris le premier cours, c'était un cours assez facile et le deuxième, j'ai dit non, moi en tout cas, ma tête ne réfléchit pas dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais sur le campus et pour vous dire la vérité, j'ai entendu une voix audible qui dit dentisterie. Wow. J'ai dit dentisterie, ok, dentisterie. Donc je me suis dit, ok, je suis probablement appelée à être dentiste. Et là maintenant, je me suis dit, ok, donc je vais devenir dentiste. Wow. Et c'est comme ça qu'il fallait maintenant commencer à étudier. J'ai commencé à étudier pour passer le test d'admission pour l'école de dentisterie. Mais quand il fallait maintenant appliquer pour les écoles, il fallait maintenant trouver l'histoire. Qu'est-ce qu'il va falloir dire parce qu'on vous pose la question de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire dentisterie. Et on ne va pas aller dire, j'ai entendu une voix audible me dire que je vais faire dentisterie. Non, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai commencé à étudier, voir un peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait en fait plusieurs personnes dans ma famille qui souffraient des dents. Et même moi-même, d'ailleurs, à l'âge autour de 15 ans, j'ai perdu une dent juste devant, là. Donc, on a dû restaurer. Et puis, je me suis dit, ah non, moi, j'aimerais bien quelque part être dentiste. Mais j'avais oublié tout ça. Et c'est plus tard, après, en analysant, je me suis dit, ah oui, donc c'est un peu ça. Et aussi, vu que l'anglais n'est pas ma première langue, quand les personnes parlent en anglais, je lis un peu, je lis les lèvres pour pouvoir entendre. Ce qui fait même pour vous faire rire que quand j'ai pas mes lunettes, surtout avant, maintenant ça va beaucoup mieux, mais quand j'avais pas mes lunettes, je ne comprenais pas ce que les gens disaient en anglais. Parce que je devais lire ce qu'ils disaient sur le bout de leurs lèvres. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je voyais vraiment s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de dents, ça m'affectait, ça me dérangeait quelque part, mais je ne savais pas pourquoi ça me dérangeait. Je me disais, mais est-ce que moi, je ne suis pas un peu trop orgueilleuse ou hautaine ou quoi? Mais finalement, un jour, notre pasteur prêche et il dit que non, il y a différentes manières de savoir ce à quoi vous êtes appelé. Soit vous êtes très fortement attiré à quelque chose, ou soit il y a quelque chose qui vous dérange terriblement. Et moi, quand je voyais des problèmes, les gens qui avaient des problèmes de dents, ça me dérangeait dans mon fort intérieur. Et c'est finalement après toutes ces choses que je me suis rendu compte que, en fait, c'était vraiment mon appel. Ouais. Vous venez de le dire. Alors, moi, ma question sera celle-ci. J'ai plusieurs questions. Il n'y a pas de problème. Ma question sera celle-ci. Vous avez choisi d'être dentiste dans un pays où vous ne connaissez personne. Et je suis un peu proche de beaucoup de personnes et je vois comment est-ce que les étudiants ici internationaux souffrent en fait. Parce que les étudiants sont seuls, ça arrive à des moments où tu perds les repères et surtout pour vous, une femme, ce n'est pas facile parce qu'en fait, lorsque une femme veut exceller dans un domaine, elle est vue dans la société, peut-être vous pouvez tomber chez une personne qui vous voit comme sa proie. Vous comprenez? Je comprends. Oui, c'est beaucoup de challenges pour une femme qui est un homme en fait dans la société que nous vivons. Alors, quels sont les challenges que vous avez face, comme on le dit, ouais. Quels sont les challenges jusqu'à ce que vous vous êtes décidé de finir les études parce que ce n'est pas facile de commencer ici aux États-Unis et de finir. Qu'a été cette motivation-là pour finir, ainsi que qu'a été vos challenges, les challenges d'être une femme avec beaucoup d'ambitions comme ça, devenir un dentiste, vous voyez, finir les études et continuer dans ce que vous êtes allé vous former à l'école. En fait. Oui. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire face. Mais l'avantage quelque part que j'ai eu, je dis toujours déjà la chrétienté et aussi, comme vous voyez, je vous ai dit que j'ai reçu ça comme un appel. Donc, je savais que ça, c'était ce à quoi j'étais appelée. Donc, ça a été comme un encre pour moi pour savoir que c'est ce que je vais devenir. Donc, j'avais cette parole, j'avais cette promesse et donc c'était pour moi cette vision. Parce que comme je vous ai dit à un moment, j'étais un peu comme un bateau ballotté par ici, par là et je ne savais pas vraiment. Mais dès que j'ai su ça, je savais comment me maintenir. Aussi, il faut dire que mes parents, quelque part, ont fait des études. Mon père étant professeur lui-même, donc ils ont quand même fait des hautes études. On a quand même un repère.
on voit que, OK, les parents l'ont fait, donc c'est possible. Ce n'était pas quelque chose d'impossible. Puisqu'aussi dans l'école où j'ai étudié, c'est l'école, le Moamba, c'est une école qui est affiliée à l'université de Kinshasa. Donc, plusieurs d'entre nous, nous avions soit des parents qui étaient docteurs, qui étaient médecins ou qui étaient professeurs d'université. Donc, on a un peu grandi dans ce moule-là. Donc, on n'avait pas cette vision pour dire que c'était impossible, puisque c'était notre quotidien. Nos parents, c'est ce qu'ils étaient. Donc, pour nous, c'était pas ça vraiment le challenge. Mais par contre, le challenge que j'ai eu, c'est étant même à l'école et se sentant seule, puisque déjà à ce niveau-là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes qui sont de votre culture, ou même il n'y a pas beaucoup de Noirs en fait. Et donc à ce niveau-là, il y avait quand même des difficultés. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que l'anglais était quand même un problème. Le fait que l'anglais n'était pas ma première langue, c'était un challenge. Je me rappelle qu'il y avait un cours particulier, la morphologie dentaire. Et d'ailleurs, ce professeur-là, le professeur qui enseignait, c'est maintenant mon mentor. Quand j'ai des questions, c'est lui que j'appelle, il prend le téléphone. Mais il a pu, par la grâce de Dieu, faire quelques ajustements parce que je lui ai dit que, en fait, la langue, la dentisterie, c'est toute une autre langue. Et moi, maintenant, j'avais le désavantage de comprendre mieux les choses quand même, quelque part, en français. Parce qu'il faut dire que si quelqu'un parle très bien anglais, je n'ai pas de problème. Mais quand c'est un terme que je ne comprends pas, dans mon esprit ou dans ma tête, je recours au français pour traduire. Donc, il y a tout cela qui se passe dans ma tête. Et en ce moment-là, c'était difficile pour moi parce que je n'avais même pas le repère en français. Donc, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, OK, pour le test, ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre dans un endroit, dans une autre salle, et je vais te donner plus de temps. Donc, ça, c'était un peu un avantage. Et c'est là, par contre, par exemple, où ce que je conseille, c'est que quand on est à l'université, quand on est à l'école, déjà se dire que rien n'est impossible. Parce que si vous voyez, en tout cas, moi, ce qui m'encourage, c'est que au pays, certes, il y a des problèmes, mais quand vous regardez la société ici, il y a beaucoup de Congolais qui ont émergé aussi, qui ont fait des études et qui ont brillé. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas nécessairement à un désavantage quelque part. Le désavantage ou le blocage peut se situer dans la tête quand on se dit c'est impossible, c'est difficile. Mais quand on se dit, par exemple, quand bien même, par exemple, les Nigérians, les Ghanéens, ils ont cet avantage de parler l'anglais, mais par exemple, les Nigérians, ils ont ce slogan qui se dit « Naija no they carry last ». Ça veut dire que le Nigérian se dit qu'il ne va pas être le dernier. Vous voyez un peu, il va avancer. Et dans moi, je suis tété là. Et donc, chez nous, on dit « Otetelake mafumbe ». Donc, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un. Donc, nous pouvons faire des choses. Nous pouvons avancer. Donc, déjà, en tant que Congolais, on doit se dire « Je ne suis pas moins intelligent que quelqu'un d'autre. » Parce que moi, par exemple, je suis née en Belgique. Et c'est après la Belgique, quand j'avais presque 8 ans, qu'on est allé au Congo. Et donc, là-bas, il n'y avait pas le problème de langage. Mais en ce moment-là, on arrivait à bien travailler. Donc, il y a un grand problème que nous avons peut-être en tant qu'Africains. On se dit les blancs ceci ou les blancs cela. Mais quand vous vous dites que vous ne valez pas quelque chose, ça va déjà vous mettre un blocage. Mais quand vous vous dites que je suis capable, ces gens-là n'ont pas 4 têtes. Ils ont une tête comme moi, ils ont un cerveau comme moi, ça va vous aider. Et ça aussi pour adresser le problème du fait qu'on soit une femme. C'est la même chose. Il n'y a pas un cerveau qui est un cerveau moins valorisant ou moins apte parce qu'on est une femme. Non. C'est vrai qu'il y a peut-être certains challenges. Si vous êtes marié, vous devez vous occuper peut-être. Mais quand on regarde, par exemple, quand je regarde ma mère qui a étudié, nous étions ses enfants, elle a étudié alors que nous étions déjà nés. Donc, ce n'était pas un obstacle pour elle. Mon père de même, il a fait son PhD, son doctorat pendant que nous étions là. Donc, si eux, ils étaient capables de le faire, pourquoi pas nous à notre niveau? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on a des difficultés, il faut maintenant trouver les moyens de trouver un appui. Et ici, aux États-Unis, je veux vous dire que les professeurs aiment bien ça. Quand vous allez voir le prof, vous dire docteur tel, je ne comprends pas ici, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ils vont s'ouvrir à vous, ils vont vous expliquer les choses. Donc, il faut trouver le temps. Aussi, quelque part, quand on est à l'école, trouvez-vous des amis, trouvez-vous des collègues de classe
qui comprennent bien la matière. Il y a bien sûr des choses qui vont mieux comprendre que vous. Il y a des choses que vous allez mieux comprendre que quand vous vous mettez ensemble et que vous mettez les têtes ensemble, vous pourrez bien évoluer de cette manière-là. Donc déjà, ça sort de la tête, c'est de se dire que je suis capable, je peux le faire, je vais y arriver. Si vous, déjà, ça c'est la première chose à faire. Si vous enlevez ce blocage-là, vous pourrez foncer. Ici, aux États-Unis, il n'y a pas de niveau qui soit bloqué pour quelqu'un. Les opportunités sont multiples pour n'importe qui. Donc, si c'est l'argent qui vous manque, vous pouvez prendre des prêts pour pouvoir étudier. Donc, il n'y a pas vraiment de vraies barrières. Certes, il y a le racisme, mais ce n'est pas vraiment une vraie barrière. Si vraiment vous voulez avancer, vous pourrez avancer. Oh, merci beaucoup, docteur. Alors, pour un étudiant ou soit une étudiante qui vous regarde maintenant, alors qui traverse des moments difficiles par rapport à son cycle d'études ici aux États-Unis, plus précisément à Dallas, quel est le message là positif que vous pouvez lancer à ces jeunes qui sont en train de nous suivre? En tout cas, moi, je dirais en tant que jeune, avancez. Trouvez-vous des personnes qui vont vous inspirer. Il y a moyen de pouvoir faire appel à quelqu'un. Demandez même s'il peut vous coacher. Demandez même s'il peut faire un mentoring. Vous voyez un peu, ça peut vraiment beaucoup aider. Et si aussi, je vais dire, si par exemple les cadres dans lesquels on se retrouve souvent ici, dans les églises par exemple, si aussi dans les églises on peut encourager les jeunes gens à avancer. Parce que vous voyez par exemple, il y a une certaine génération qui sont venus ici quand ils étaient beaucoup plus âgés que nous. Quand nous on est venus, on était jeunes. Moi j'avais à peine presque 18 ans quand je suis arrivée. Mais ces générations-là peut-être ont dû s'arrêter à un certain niveau. Peut-être qu'ils ont dû s'arrêter au warehouse parce que c'était difficile. Ils sont peut-être venus avec des enfants et tout ça. Mais vous, en tant que jeune, quels sont les obstacles? Ne vous arrêtez pas. Les voies sont libres. Vous pouvez aller aussi haut que vous voulez. Regardez par exemple dans la communauté nigériane. Est-ce qu'il y a un endroit où on ne les trouve pas? Ils sont dans tout. Ils sont dans la politique, ils sont dans la médecine, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont aussi dans les warehouses. Mais je veux dire que dans les niveaux élevés, vous les trouvez. Moi, je suis allée dans des collations de grade. Il n'y a pas une seule collation de grade à laquelle je suis allée au niveau, par exemple, de la licence où on n'a pas prononcé un nom nigérian. Au niveau du master's, vous allez probablement les trouver. Au niveau du doctorat, vous allez en trouver quelques-uns. Dans les niveaux des doctorats, c'est un peu compliqué. Dans les PhD, puisqu'on n'accepte que quelques étudiants. Mais en tout cas, ils sont dans tous les niveaux. Donc, nous aussi, on peut s'inspirer de ces personnes. Nous sommes capables. Nous tombons juste à la fin de notre émission parce que je ne savais pas que le docteur pouvait parler beaucoup. Hein. Checkpoint. Je pense qu'on va faire le tome 2. Mais bon, alors, ça fait plus de 10 ans que vous êtes ici. Oui. Vous êtes venu jeune ici. Aujourd'hui, vous êtes marié. Mais en fait, moi, ma question sera celle-ci. Oui. Quelles sont les valeurs que vous avez trouvées ici aux États-Unis, que nous, au Congo, nous n'avions pas? Et quelles sont les antivaleurs que vous avez trouvées ici, que vous dites que non, ça, ce sont des antivaleurs, que moi, je dois garder mes valeurs en tant qu'Africaine? Oui. Alors, déjà, je suis arrivée, ça va bientôt faire 30 ans. Il y a Valérie. Voilà pourquoi je l'appelle Yaya Valérie. Yaya, c'est dans beaucoup de cadres. Ça fait... Au mois d'août, ici, ça va faire 30 ans que je suis dans ce pays. Donc, j'ai pratiquement vécu la quasi-majorité de ma vie ici, dans ce pays-ci. Alors, la question de savoir, c'est quelles sont les valeurs. Dans chaque pays, dans chaque contrée, comme vous dites, il y a des valeurs et il y a des antivaleurs. Donc, les valeurs que j'ai trouvées ici, c'est que ici, les gens sont vraiment comme des va-t-en-guerre. Ils sont plus action. Ils sont plus focalisés sur l'action. Donc, il y a quelque chose, on va travailler, on va faire.
Alors que de notre côté, là-bas, chez nous, surtout du côté francophone, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a l'art de cogiter beaucoup trop avant de faire quelque chose. Vous voyez? C'est bien d'une manière, parce que quand on fonce tout le temps, on peut peut-être se buter à des murs, mais il faut quand même foncer. Il faut quand même essayer de plonger et de nager et de ne pas se noyer. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment une valeur que j'ai trouvée ici, c'est que les gens sont beaucoup plus orientés, focalisés sur l'action, sur la possibilité de faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé ici, c'est que quelque part, ça c'est une valeur, mais aussi quelque part une anti-valeur. C'est que, d'après moi, bien sûr, c'est que les gens sont quelque part un peu individualiste. C'est pour moi, selon ma conception, c'est beaucoup plus une anti-valeur dans le sens où chez nous, par exemple, on a un grand sens de communauté. Vous comprenez? Par exemple, chez nous, nos grands-parents, c'est à la maison qu'ils sont, on est ensemble, on revient de l'école, on est avec nos membres de famille, on est même pratiquement presque pas seulement avec nos membres de famille restreintes, mais il y a des cousins, il y a des tantines, il y a de tout ça. Et quand on revient là, c'est qu'on cause ensemble, on va peut-être préparer des arachides, on va manger du maïs ensemble, on cause, on raconte des histoires. C'était un peu comment nos oncles et nos tantes ont vécu au village. Ça, c'est en tout cas, par exemple, notre réalité dans notre famille. Vous voyez, ici, comme vous dites, quand vous êtes venu, c'est beaucoup plus une solitude, quelque part. Donc, on est plus individualiste, mais c'est quelque part pour moi, c'est une anti-valeur, mais quelque part, c'est aussi une bonne chose dans ce sens où on est obligé de travailler sur soi, on est obligé d'avancer parce que si on n'avance pas, qui va nous aider? J'ai trouvé ça, par exemple, quand je suis venue ici, quand bien même j'étais timide, je me rappelle la première fois que je devais prendre un bus pour aller à Charlotte, j'ai appelé la compagnie Greyhound. Dès que quelqu'un a dit « Allô », j'ai raccroché parce que j'avais eu peur, vous voyez. Mais finalement, je me suis dit, si je ne m'occupe pas de moi-même, personne ne va venir le faire pour moi. Donc, on est obligé de se surpasser parce qu'on n'a pas nécessairement trop d'aide. Ça, c'est quelque part quelque chose que je trouve comme étant d'une manière, une certaine valeur. Merci beaucoup, docteur. Ça a été un grand plaisir de vous avoir dans ces plateaux des Inside CCDFW. Alors, pour les personnes qui sont en train de nous suivre, c'était le docteur Valérie et elle a excellé ici dans le pays. Elle a réussi. Si vous avez besoin de conseils, je pense que vous pouvez facilement la trouver ou soit appeler notre direction. Vous allez la trouver certainement qu'elle aura quelques réponses à donner par rapport à vos préoccupations. Alors, on dit que ce n'est pas dans notre culture d'aller très souvent chez les dentistes, mais en tout cas, je vous recommande Docteur Valérie. Elle va bien prendre soin de vous, comme moi, elle a bien pris soin de moi le mercredi. C'est aujourd'hui que j'ai parlé. Non, c'était juste pour vous faire rire. En fait, prochainement, nous aurons aussi d'autres questions à la poser. Nous avons besoin du tome 2, mais aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Alors, pour un mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur Valérie, afin que nous puissions nous séparer? En tout cas, déjà, merci encore une fois de m'avoir invité. Comme je disais, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de venir. Et c'est que si le Seigneur peut faire de nous quelque part comme une lumière ou quelqu'un qui peut inspirer quelqu'un à aller de l'avant, c'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vous dire que nous ne sommes pas plus doués, plus génies, plus intelligents que d'autres personnes. Il y a bien sûr des personnes qui sont beaucoup plus douées que nous, mais si nous avons pu faire face à ces difficultés, à ces obstacles, à ces challenges, comme on dit en anglais, vous êtes capable de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il faut juste que vous puissiez croire en vous-même. Et moi aussi, en tant que chrétienne, je vais vous intéresser à vous accrocher au Seigneur. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui m'a donné la force de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et aussi, entourez-vous d'une bonne communauté, des personnes qui ne vont pas vous tirer vers le bas, mais qui vont vous tirer vers le haut. Ça va vous aider aussi à évoluer. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre émission.
Si vous nous suivez pour la toute première fois, nous sommes Inside CCDFW. Allez vous abonner dans nos pages. Vous allez le voir sur le bas de votre écran. Moi, je suis Ginkele. Vous pouvez aussi me trouver sur des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous allez avoir nos informations. Pour le docteur aussi, elle est aussi sur les social media, elle est sur Facebook. Si vous avez des questions à la poser, elle sera disponible. Alors pour nous, nous vous disons bonne soirée, vous souhaitez bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. À la prochaine. Bye. C'est samedi sur B1 TV. Enfin, Angélie, Sœur Eliazi, au commis. Bonjour. Moi, je me suis dit, Nakoma déjà, Nazela Kapoyo Kansanga na Obunga, mais la Bungite, je suis là. Très contente de te voir. voir. Ah, Dallas, c'est un petit. Très contente de te voir. Comment ça se passe? Bien. Neni Dallas. Ça va, ça va. Nyonso ezali pona yonkolo bomba kangai na longa natambola kaka sembo na yo mwina na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga mwina na yo ekitelanga ye loboko na yo ekambanga yonde yamanda baso yamanda nese. Ah, je vais encore le redire, Seigneur. Haya, kamba kabo moinanga, nyonso ezali.